Moi, je collectionne tout. Moi, c'est de nature, je suis une collectionneuse née. Quand j'étais petite, je collectionnais déjà les pattes de lapin que je prenais chez le charcutier. Il fallait changer souvent parce que, bon, c'était quand même assez périssable. Je dirais que j'aime bien de m'habiller en pingouin quand je reçois certaines personnalités, quoi. Des gens qui viennent visiter le musée. Ce musée, alors, il a commencé comment? Ben, c'est dû à une infirmité que j'ai contractée en étant militaire de carrière. Hein. J'ai eu tout le côté gauche abîmé. J'ai été réformé, je faisais le chauffeur de taxi. Et un beau jour, dû à ma démarche, un client m'a surnommé « Viens pingouin ». Après, alors, il m'a offert un petit pingouin qu'on vendait à la mer. Je l'ai mis dans la voiture. Le deuxième pingouin, c'était un pingouin que j'ai sollicité auprès d'une cliente. Au lieu de lui faire payer le prix de la course, j'ai demandé le pingouin. Et maintenant, j'en possède 1674 pingouins différents. Disons qu'au début, c'était un hobby. Hein. C'est devenu une collection, c'est devenu une passion. Pour le jour d'aujourd'hui, c'est une obsession. Hein. Vous pensez qu'au pingouin, vous rêvez de pingouin? Oui, oui, oui. Oui, concernant ça, oui. Hein. Ça, je ne vois que ça. Je ne vois que des pingouins, quoi. Hein. Mon rêve, pour moi, ce serait d'aller faire une expédition, quoi, en Antarctique. Quelles sont les pièces qui vous intéressent le plus, là, dans votre collection? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? C'est ce qu'on me pose tout le temps, la même chose. Mais pour moi, que ce soit du plus petit jusqu'au plus grand, ou du plus beau jusqu'au plus... Il y en a qui sont pas si beaux que ça, mais ils me plaisent tous. Tous, je ne saurais pas mettre un dehors. Vous n'avez pas encore de pingouin vivant? Non, pas du tout. J'aurais bien aimé un couple de pingouins. Alors il vous faut déjà une installation plus ou moins adéquate, quoi. Hein. Il faut une piscine, il faut des petites grottes avec une pierre qui garde une certaine humidité pour quand il fait trop chaud, quoi. Ah oui, mais vous étiez prêt à creuser une piscine pour les pingouins, alors? Oui, ben j'ai acheté directement une piscine gonflable, hein. C'est un cri aigu qu'ils ont. Ah oui. Et ça, je ne sais pas le faire. Vous n'avez pas essayé, jamais? Non, non, non. Je laisse ça à ma femme. Ah bon, parce que votre femme, elle n'aime pas beaucoup les pingouins. Pas du tout, elle en a ras-le-bol. Le costume que j'ai justement sur moi, quand je viens mourir, on me met mon costume, on m'enterre avec mon costume. Et je suis en pourparlers ici avec ma pierre Taubal, un pingouin dessus. Et alors à ce moment-là, on écrit Alfred David, 10 pingouins, le 4 du 533 et la date quand je serai mort. Mais je vais ici prochainement m'arranger pour faire sculpter le couvercle de mon cercueil. Quel que soit l'objet de son désir, le collectionneur est un chasseur. Il emploie des rabatteurs, organise des réseaux, braconne en bande au petit jour. Son grand plaisir, c'est de fouiner, l'œil aux aguets, dans les marchés aux puces. C'est le passage obligé pour le collectionneur. Le drame du collectionneur, c'est de revendre. Donc, en fait, c'est pas pour revendre plus cher. Mais il faut quand même se dire que lorsqu'on achète une marchandise que l'on veut collectionner, il ne faut pas perdre de vue la valeur de l'objet. Car si vous voulez encore accéder à une pièce maîtresse, il faudra bien que vous vous sépariez un petit peu du tout venant. Donc, il faut savoir acheter. C'est essentiel pour le collectionneur. Mais le collectionneur n'est pas a priori quelqu'un qui vend. Celui qui vend, c'est qu'il n'a pas encore trouvé tout ce qu'il veut. Mais je crois que la course ne s'arrête quasiment jamais. Waouh! Ça, c'est beau. Et c'est des fois quelque chose dont on a rêvé quand on était petit. Et tout d'un coup, on se retrouve grand, on a le pouvoir d'achat, on a cette occasion, on a cette liberté. Et puis, on en prend un, on en prend deux, puis on rencontre ce milieu de la collection, on évolue dedans. Et on est pris par le virus, ça devient un passe-temps, et puis on se sent bien. Moi, je collectionne tout. Moi, c'est de nature, je suis une collectionneuse née. Quand j'étais petite, je collectionnais déjà les pattes de lapin que je prenais chez le charcutier. Il fallait changer souvent parce que, bon, c'était quand même assez périssable. Là, maintenant, je fais les scooters, les voitures, les chaussures, les chapeaux, etc., les chiens, bon, bref. Alors, sur la gauche, nous avons les scooters.
avec enfin, une bicyclette au milieu. Là, on peut voir un Vespa, hein, qui je pense doit être de 58. Là, nous avons un Manurin. Et ça, c'était célèbre, le Manurin Ah, le Manurin, oui. Le Manurin, tout le monde a donné, je crois, à Nicordi, Bourville, tout ça. Écoutez, ici, je ne sais pas ce que j'ai. Ah, oui. Je ne sais pas si je devrais vous le montrer, d'ailleurs, parce que c'est tellement rare que bon... Alors, ici, nous avons un Pépérousset. Ça a été construit à 5 exemplaires. Et nous avons racheté... là, nous en avons 2, et puis nous sommes en cours de... Nous les aurons tous. A priori, je pense que nous sommes les seuls à avoir ça en France, en ce moment. C'est un ambrette abbé. Ça, c'est une Studebaker de 1950 et qui était designée donc par Raymond Levy. J'ai été chercher des chaussures parce que, vous comprenez, quand il faut avoir les pieds sur terre, autant le faire avec élégance. Ma collection essentielle, c'est la chaussure quand même, il faut bien le dire. Qu'est-ce qui m'a attirée vers les chaussures? Le bruit que ça faisait déjà dans la rue. Quand j'étais petite, ce qui m'éblouissait, c'était d'entendre des nanas marcher comme ça dans les rues en faisant clap, clap. Je trouvais ça très joli. Nous sommes au point chaud de la collection parce que j'ai quand même d'autres sacs de chaussures. J'en ai chez mes parents en Corse, j'en ai un peu à droite à gauche. J'aime bien semer des chaussures partout. Je marque mon territoire avec mes chaussures. Ici, je dois en avoir à peu près 200 paires, un peu enfouies comme ça. Et sinon, je crois que j'en ai plus quand même. Je dois avoir un caractère de souris. Je ramasse, je cache, j'entasse. Pepito, mi corazón, Pepito, Pepito, Pepito de mis amores, Pepito, Pepito, cántame antigua, con amor. Pepito, eres mi vida. Maintenant, en plus, j'ai une petite fille, donc j'entasse, je me donne un but, quoi. Et vous avez commencé une collection pour votre fille, d'ailleurs? Absolument. Elle a des petites chaussures comme ça, avec des petites têtes de chat, des chaussures chinoises, chaussures indiennes. Oui, je commence. Parfois, l'amour de la collection tourne à la passion sensuelle. En dépit des crises de jalousie du conjoint, les objets deviennent des êtres vivants. C'est ma petite favorite. J'ai environ 4000 toupies. Et puis la collection s'étend, prolifère, gagne les étagères, envahit la maison, prend la place des autres membres de la famille. C'est pas la joie. Oui. Ça encombre beaucoup, effectivement. Et votre femme n'est pas très contente? Et ma femme râle terriblement quand je lui apporte une autre table à toupies. C'est un peu ça le problème des collectionneurs, c'est-à-dire qu'ils accumulent tellement de choses qu'il faut que la femme aussi soit collectionneuse, sinon ça ne marche pas. Si, ça peut marcher, mais avec des drames, avec des casus belli, avec des cas de divorce. Enfin, j'en suis pas encore arrivé là. Ça va peut-être venir. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes le plus grand collectionneur du monde de toupies? C'est très difficile de faire des comparaisons, mais enfin, comme il y a peu de collectionneurs importants, je me classe parmi les meilleurs, mettons. Combien valent-elles à peu près vos toupies? Les moins chers valent quand même 50 francs, 100 francs, et les plus chers 10 000, 20 000 francs. Il y a 26 ans, c'était une collection qui partait d'objets qui ne valaient rien pour les brocanteurs ou antiquaires. C'est par la suite que ça a pris de la valeur. Je suis collectionneur dans l'âme. Quand j'étais gosse, j'ai fait des herbiers, j'ai été numismate, j'ai été collectionneur de timbres, de tout. Jamais dans un but spéculatif ou lucratif, sinon j'aurais cherché autre chose que les toupies. Et ces collections d'objets divers qui ont été amassés avec amour par une personne, que se passera-t-il à sa mort? Y aura-t-il des successeurs? Souvent, il n'y en a pas, d'où dispersion dans les ventes publiques. Et là, heureusement que le collectionneur n'est plus là, car c'est la vraie catastrophe, la dispersion.
Après cette collection à l'état pur, cérébral, sentimental, voici la rencontre du hasard et de l'or. Voici l'homme qui a retrouvé le trésor des casinos et de la mafia des jeux. Voici le collectionneur de la chance. Je suis viticulteur, c'est mon activité principale, être viticulteur. La collection de machines à sous n'est qu'un hobby qui a pris beaucoup d'ampleur parce que ça a pris beaucoup de place. J'arrive actuellement à peu près 600 machines à sous en tout, dont 450 différentes. Les Américains qui ont vu cette collection considèrent que c'est la plus importante collection mondiale. Elle a été estimée à combien? Alors ça, c'est toujours pareil, c'est les estimations américaines. Ça tourne entre 4 et 5 millions de dollars, ce qui est complètement démentiel. Comment avez-vous commencé cette collection de machines à sous? Les collections commencent toujours bêtement et d'une façon un peu hasardeuse. Je me baladais aux puces. J'avais envie d'une machine à sous, je cherchais un jackpot. Je suis tombé sur une espèce de machine très jolie. Je l'ai achetée. Quelques mois plus tard, j'en ai trouvé une autre, différente. Je l'ai achetée aussi. Et de fil en aiguille, je me suis trouvé à la tête d'une quarantaine de machines en 2-3 ans à peu près. Il y a eu certainement de l'exportation de machines à sous américaines et de l'importation en France. J'ai recherché les héritiers de ces importateurs. J'ai fini par en trouver un dans le Nord, à Rosulte-Saint-Amand, qui s'appelait Cléophas Tricard, c'est presque un nom d'opérette. Et alors, je suis rentré dans une usine qui était fermée depuis 1929, dont le plafond était fait avec des brancards de la guerre de 14. Il y avait 2000 mètres carrés de brancards de la guerre de 14, c'était hallucinant. Et là, j'ai extrait 24 tonnes de machines à sous. Et alors là, cette sculpture, c'est aussi une machine à sous? Oui, c'est une machine extraordinaire. D'abord, c'est le seul exemplaire qu'on connaisse. Il y en a eu beaucoup de fêtes, certainement, mais c'est le seul exemplaire qui a survécu. Et c'est le combat de Livingstone contre Carpentier. Les personnages sont en bronze articulé, les têtes bougent, ça pivote. Vous voyez, alors on met des pièces de monnaie, il y a des manches ici, ça permet de tourner les boxeurs. Il y a un vrai combat de boxe qui a lieu. Alors voilà une superbe balance, une balance de gare qui date d'époque Napoléon III, donc tout ce décor un peu fantastique, ces colonnes, etc. Une locomotive même à peu près de cette époque-là, donc vers 1850, 60 environ. Elle est en fonte, elle pèse 250 kilos. C'est un monstre. Là, une petite machine délicieuse qui s'appelle la Wamuna, qui fonctionne, qui est une machine à tango très très vieille. Il n'y a que 3 exemplaires connus dans le monde. Elle marche très bien. Et on trouve même une croix svastika qui n'est pas la croix gammée, qui était la croix des Indiens d'Amérique, avec ses décors d'Indiens. Là, nous avons un jackpot également des années 20, parce qu'il n'y a pas encore de jackpot incorporé. Une machine de forain, un très beau décor de forain peint, parce que les forains avaient du talent, parfois, et ils peignaient bien. Machine à sous qui s'appelle la Brocanteuse d'amour, qui était trouvée chez Victorine Tillard, qui avait un bordel qui s'appelait la Brocanteuse d'amour à Place Pereire à Paris, bon, qui avait une machine à sous dans son établissement, et les consommateurs pouvaient choisir une des filles, car c'était les filles qui étaient mises sur la roulette, le portrait de la fille sur laquelle ça tombait, on pouvait aller avec cette fille-là, et à ce moment-là, la tenancière offrait le champagne. On est tous heureux. Il y a un bonheur, vous savez, c'est un loisir. Il y en a ceux qui partent effectivement en quête d'objets qui vont aux puces ou ailleurs, ou chez les marchands ou des ventes aux enchères. D'autres vont aller à la chasse, à la pêche, d'autres écouteront de la musique, d'autres regarderont la télévision ou lire un livre. Chacun a son temps de loisir qu'il répartit comme il veut. Nous, on va à la chasse à l'objet, tout simplement, quoi, qui est une course au trésor, en quelque sorte.